Bonjour Régis Debray. Bonjour Philippe Petit. Comment faut-il vous désigner, vous appeler écrivain, médiologue, intellectuel, philosophe? La presse hésite. Écrivain, d'abord c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est l'écriture, au fond, c'est-à-dire au fond l'expression d'une personnalité dans un certain ton, dans un certain rythme. Les idées ne m'intéressent pas beaucoup. Elles n'ont pas de résonance chez moi, je trouve ça assez plat. Et puis tout le monde a les mêmes à peu près. Hein, bon. C'est dans ce que je dis dans mon livre. Les idées, quoi qu'on dise, ce sont celles d'une époque. Elles ne nous appartiennent pas. C'est très rare qu'elles nous appartiennent, qu'elles soient vraiment originales. Ce sont des réponses ou des rectifications de ce qu'on entend autour de nous, au mieux. Sinon, c'est la répétition. En revanche, un style, c'est personnel. Voilà. En revanche, il existe des communs diviseurs. C'est vous-même qui employez l'expression, des communs diviseurs, c'est-à-dire des idées qui nous réunissent et en même temps nous divisent. Oui, les idées qui nous réunissent nous divisent. Et au fond, chaque génération, elle a en commun ce qui l'a divisé. Voilà. Oui. Disons, c'est l'affaire Dreyfus en 1900. C'est, je dirais, le communisme 1920-1930, c'est le colonialisme après 1950. Voilà. Je crois, au fond, une génération, ce sont des blessures en commun et où les deux côtés de la barricade ont en commun d'avoir la barricade, la même. Voilà. Alors, votre livre, D'un siècle l'autre, c'est une sorte de biographie intellectuelle, mais peut-être l'expression n'est pas bien choisie. Vous préférez celle de le film d'une pensée. Et je voudrais que vous commentiez, disons, cette phrase très, très simple, quand vous dites, on commence par le début, n'importe quel Parisien né en 1940, l'année où Hitler visita la capitale un bon matin, salué par nos agents de police, n'importe quel Parisien, évidemment, a été à tout jamais marqué par l'année 1940. Reprenant et rebondissant sur cette phrase, sincèrement, lorsque vous étiez enfant, c'est-à-dire avant 1957, puisque votre livre commence par la classe de philosophie, est-ce que vous aviez le souvenir de cette visite de Hitler dans Paris, montant, gravissant les marches de la Madeleine? Est-ce que le jeune Régis Debray, lorsqu'il avait 8 ans, 10 ans, avait l'image? Voilà. Vous avez tout à fait raison. Non, je n'avais pas cette image. Mais cette image que j'ai vue ensuite m'a permis, je dirais, à la fois de cristalliser et de synthétiser une situation historique, si vous voulez. Vous savez, un système historique comme un système intellectuel se dévoile une fois qu'ils sont finis. C'est à ce moment-là qu'on en a. Et cette image a pris pour moi, enfin ce film a pris pour moi une sorte de valeur emblématique et reste crucifiant pour moi, c'est vrai. Et ajouter à cela une phrase de Daniel Cordier qui ne cesse de résonner en moi, la France est morte en 1940. Alors je lui disais, bon, enfin, vous avez tout fait pour la ressusciter. Oui, dit-il, mais ça n'a pas marché vraiment. Et c'est vrai que 1940, pour moi, c'est en tout cas la fin de la grand-mère des arts, des lois et des armes, n'est-ce pas? C'est la fin de la grande puissance, quoi, voilà.
qui a tenté de se reconstituer ensuite avec De Gaulle. Mais en tout cas, pour moi, c'est une blessure. C'est drôle. Au fond, euh, je crois qu'on devient patriote avec le sentiment d'une perte, au fond, et pas du tout en bombant le torse. Je crois que la honte est un sentiment révolutionnaire, mais aussi patriotique. Mais quelles étaient, avant 57, vos rêveries ou vos idées d'éternel adolescent? Vous qui avez relu Mauriac récemment, est-ce que vous pouvez dire que, non pas ce patriotisme, mais disons ce sentiment d'appartenance et ce souvenir prégnant de la guerre, encore une fois, avant la classe de philosophie, est-ce que vous pensiez qu'il était présent? Non, je n'ai pas d'enfance. Mon enfance ne m'intéresse pas. Elle est d'une totale banalité. J'ai peut-être eu tort, mais non, non. Ma vie commence à l'âge de 16 ans. C'est vrai? Oui. Vous avez des parents? Oui, certainement, et qui étaient des gens très bien, mais je ne sais pas, j'ai tout fait pour effacer cette période, et honnêtement, ne m'intéresse pas du tout. Je rêverais d'être effectivement Alain Fournier, Mauriac, etc. Mais je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire sur la vie d'un petit garçon du 16e arrondissement. Je n'ai absolument rien à effacer non plus, parce que mes parents se sont très bien comportés pendant la guerre, mais sans intérêt. Alors, puisque votre vie commence à l'âge de 16 ans, c'est pour ça que vous la faites commencer dans ce livre en 1957, ce livre qui est quand même régulièrement scandé par des dates. Oui, comme des repères, des bornes kilométriques, et puis pour illustrer, je dirais, des étapes. Et donc, oui, 57, parce que c'est la classe de philo, et très banalement, j'ai commencé à vivre en classe de philosophie. Voilà. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, vous savez, soyons clairs, mon cher Philippe, il ne m'est rien arrivé d'intéressant dans la vie. J'ai traversé quelques aventures, mais honnêtement, à côté de la Deuxième Guerre mondiale, peu de choses. Donc, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est plutôt d'essayer de reconstituer, disons, de connecter ma mémoire personnelle à une histoire collective. En gros, celle de ma génération, ou de plusieurs générations. Et c'est cette, je dirais, ce métissage, cet entremêlement qui m'intéresse. Donc, ce qui a pu m'arriver, qui n'a rien de très extraordinaire, pour moi, je le vois comme, si vous voulez, comme des tremplins à partir desquels j'ai appréhendé un certain nombre de choses dans l'histoire ou dans le monde ou autour de moi. Voilà. Oui, mais parmi ces tremplins, le premier, c'est peut-être quand même votre maître, Jacques Muglioni, parce que je me souviens de ce livre très beau d'ailleurs qui s'appelait Honneur au maître. Oui. Donc vous revenez un peu quand Oui. même sur sans ce socle que vous avez partagé avec votre ami d'enfance Clément Rosset, Oui. qui n'avait pas du tout le même tempérament que vous. Sans ce socle, Muglioni, donc, qui deviendra inspecteur général, et dont j'ai lu aussi les ouvrages, il semble que ce que vous appelez l'élémentarité, la probité, la clarté, cette nécessité, disons, de réfléchir à ces arguments et de pouvoir les exposer de façon la plus probe et la plus claire, cela vous vient aussi de Muglioni. Ah, mais tout me vient de Muglioni. C'est-à-dire, comment dirais-je, une certaine sobriété que je n'ai pas toujours respectée,
car au fond, tout me vient de Modigliani, mais c'est mon surmoi qui me vient de Modigliani. Je ne crois pas que le moi, mon moi et mon ça est encore pire, mais le moi reste très bohème, très impulsif, très émotionnel. Mais le surmoi est là tout de même. Le surmoi, la volonté de clarifier, 1, 2, 3, 4, disons, oui, la volonté de concentrer, de clarifier et de ne pas se perdre dans la forêt, hein. Voilà, bon. Et c'est vrai qu'avec Rosset, nous avons usé nos fonds de culotte à Janson de Sailly depuis la classe de 6e. Mais Rosset, c'était la musique. Moi, je suis peinture. Au fond, on avait des tempéraments à la fois contradictoires et complémentaires. Et Rosset, c'était très vite et très tôt le tragique. Alors, il était d'une précocité incroyable. Il avait beaucoup d'humour et je dirais que son sens du tragique, c'est le sens de l'humour finalement. Et donc, j'étais très admiratif devant son culot qui consistait à 20 ans à énoncer une philosophie et à l'envoyer aux presses universitaires de France. Voilà. Alors, quand vous arrivez à l'école normale et quand vous dites, par exemple, c'était l'époque où l'école n'était pas un club ouvert. Oui, un hub. C'est devenu un hub, c'est un carrefour, c'est un lieu de passage. Oui, ce n'était pas un lieu de passage. Et vous avez cette expression, vous dites, c'est une époque où on prenait son temps. Est-ce que ce n'est pas une illusion rétrospective ou est-ce que c'est vraiment le cas? On prenait son temps dans les années 60 à l'école normale. Ce n'est pas une illusion rétrospective. Je dirais que pour goûter, il faut comparer. Oui. Et donc, c'est rétrospectivement, je dirais, dans la précipitation d'aujourd'hui, dans le zapping, dans la flash mob, dans le pitch, voyez-vous, je parle la langue de notre temps, que rétrospectivement, oui, je crois que nous étions sur un autre biorhythme, hein. Nous étions, je dirais pas encore près de la civilisation agraire, mais je crois qu'on était plus posé, plus méditatif, plus attentif surtout. Je crois que la crise de l'attention, enfin l'effondrement de l'attention est venu après, n'est-ce pas? Peut-être étions-nous plus endurants, plus résistants, peut-être même moins prétentieux ou d'une autre façon. En tout cas, la patience. Voilà. On apprenait la patience qui va avec la discipline. Non, enfin voilà, c'était une autre culture. Alors vous apprenez la patience, vous apprenez les humanités, vous apprenez le cinéma, parce que à l'ère du ciné-club, alors ça a très tôt et très vite compté pour vous, et alors vous l'avez évoqué plusieurs fois, mais c'est vrai que ça m'a étonné, vous étiez présent sur le tournage du Guépard. Oui, effectivement, les cahiers du cinéma m'avaient envoyé avec un autre camarade de l'école sur le tournage du Visconti. On n'est pas resté très longtemps, 3 jours, quelque chose comme ça. Oui, j'étais très... Vous savez, à l'époque, la cinémathèque de Langlois, elle était à 100 mètres de l'école normale. Donc, on y allait le soir. Et oui, le néoréalisme italien, je parle même d'avant la nouvelle vague, n'est-ce pas? Le cinéma russe, Quand passent les cigognes, par exemple, voilà, bon. Donc tout ça nous a... Mais à l'époque, la cinéphilie faisait partie des humanités, n'est-ce pas? Vous vous souvenez des ciné-clubs, enfin, c'était un milieu très littéraire, finalement, comme le restera Truffaut, Romer et d'autres, n'est-ce pas? Et donc, c'était un milieu à la fois politisé et très cultivé, n'est-ce pas?
Et voilà, donc il y avait bien sûr les cahiers du cinéma, avant la période Mao, etc., n'est-ce pas? Voilà. Et puis les catholiques aussi s'intéressaient. Il n'y avait pas que les communistes, il n'y avait pas que Sadoul, enfin voilà. Non, c'était si vous voulez, un bain, on peut dire, un bain psychologique, culturel, politique. C'est ce qui explique que vous allez faire beaucoup plus tard un film avec Serge Danet. Oui, enfin, j'ai un peu recueilli, si j'ose dire, ce qui s'est avéré être le testament de Serge Danet, qui avait eu envie. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais publié Vie et mort de l'image, un livre, et alors il, me- il voulait parler avec moi, ça tombait bien, j'avais envie de l'écouter. En fait, on avait conçu une conversation, et très vite, je me suis aperçu que ça devait être un monologue de sa part, parce qu'il avait en quelque sorte le pressentiment de sa mort et il y avait quelque chose de testamentaire dans cet entretien. Donc nous avions mis au point des échanges, mais par pudeur et aussi par émotion, je me suis effacé. Oui, écoutez, c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais faire l'IDEC, mais ça a été ça a été velléitaire. J'étais très ami de Chris Marker et donc Joris Ivens. Enfin voilà, c'était un milieu. Et d'ailleurs, la première fois que je suis parti en Amérique latine, c'était pour faire un documentaire. Et Joris Ivens m'avait prêté sa caméra. Ouais. Et donc voilà, je suis un peu je dirais, de cette filière, de cette filiation. Joris Ivens vous avez prêté sa caméra. Il était accompagné à l'époque de Marceline Loridan ou point encore? Pas encore, pas encore. Euh, Là, je vous parle de 61, 62, 63, par là. Bon. Ensuite, je crois que Joris et Marceline, ce sont les années fin 70, 80. Et vous avez usé de votre caméra Écoutez, j'ai commencé à l'utiliser et puis je me suis aperçu que c'était très compliqué. Vous savez, des très vieilles caméras. Il y avait des bobines de 3 minutes ou de 5 minutes. Il fallait les remettre à chaque fois. Et en fait, c'est Peter Kassovitz, le père de Mathieu Kassovitz, avec qui j'étais, qui est un excellent cinéaste, qui s'est chargé de la réalisation. Moi, tout de suite, je me suis aperçu hmm, que je pouvais pas être à la fois spectateur et acteur. Autrement dit que filmer des guérilleros dans la montagne ou dans les faubourgs, je me disais, mais pourquoi pas passer de l'autre côté, quoi. Je veux dire, il y avait un côté indécent un peu d'être là en témoin, et on avait envie un peu de mettre la main à la pâte. Donc c'est Peter Kassovitz qui a terminé le film. Il s'appelait comment ce film? Bah écoutez, je ne me rappelle plus, mais il existe toujours. Euh, on y voit Douglas Bravo dans le Falcon. Puis il a Peter. Alors moi, je suis parti, mais Peter est resté. Il a fait des prises de vue de Caracas à l'époque. Non, non, c'est un bon film, mais dont je n'ai été que le démarreur ou l'initiateur. Alors, on peut dire que dès l'école normale supérieure, en tout cas après quelques années, vous éprouvez très vite la nécessité de mettre votre pensée en action. Et de même que vous vous interrogez aujourd'hui sur l'efficacité symbolique de nos discours et de nos institutions, on peut dire que là, il y a comme un fil. C'est vrai que vous ne pouviez pas savoir que cela vous conduirait en prison, mais c'est sûr que pour vous, à cette époque, étudier l'action de la pensée, c'était quelque chose qui était déjà en germe. Écoutez, mon cher Philippe, les biographies m'emmerdent. Euh, j'ai fait, il y a quelques années, oui,
un bouquin s'appelle «L'éducation intellectuelle» où je raconte tout ça, mais honnêtement, vous faites de moi un intellectuel, mais vous savez, j'ai pas réfléchi moi, je me retrouve en Amérique latine parce qu'il y a, en 61, le débarquement de la baie des Cochons, on a envie d'en être, brigade internationale, tout ça et puis voilà, on réfléchit pas, ne faites pas de moi un intellectuel engagé qui tout ça se fait, je dirais, dans la foulée pour des raisons, physiques, émotives, existentielles, pas du tout. Alors c'est après, c'est vrai que je m'aperçois qu'effectivement, le commentaire de texte m'emmerde souverainement, que j'ai envie d'aller y voir par curiosité, quoi. Moi, dès que je vois une porte fermée, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Bon, enfin, c'est très enfantin, tu vois? J'ai toujours envie de pousser la porte, surtout quand elle me semble, fermée à clé. Voilà, donc la révolution, on en parle beaucoup. Bah oui, comment ça se passe? De même ensuite, qu'est-ce que c'est que l'État? Bah oui, bah, j'ai envie d'aller voir, voilà. Heu Qu'est-ce que c'est que le droit? Bon, bah, je vais au Conseil d'État, voir comment ça se fabrique. Mais ne systématisez pas tout ça. Non, honnêtement, puis j'ai pas envie de revenir, tout ça, c'est pour moi, j'ai l'impression de ressasser les mêmes choses. Hem et Vous avez raison, mais néanmoins, c'est vous qui, dans votre livre, vous parlez de votre chemin de Damas. Et je pense que oui, parce lorsque vous qu'effectivement, êtes en Bolivie et que vous insistez à juste titre sur la géographie, oui, certes, vous êtes parti sans y penser, sans réfléchir, mais lorsque vous êtes sur place, vous découvrez quand même le oui, effectivement, cadastre. mais effectivement, parce que si vous voulez, ces accidents assez bénins qui me sont arrivés, à chaque fois, ils m'ont fait découvrir Oui, quelque chose. Voilà. oui. Et c'est pas l'accidentel qui m'intéresse, en tout cas dans ce livre, c'est et là effectivement, en Bolivie, j'ai compris qu'il y avait de l'autochtonie, de l'indigénat, j'ai compris que je n'avais rien à foutre là, j'ai compris que j'étais irrémédiablement français, j'ai compris qu'il y avait, que je pensais histoire, mais qu'il aurait fallu penser la géographie, que j'avais pensé d'ailleurs, hein. J'avais même fait un très bon travail géographique sur une zone de guérilla. Mais en tout cas, voilà, je me, comment dirais-je? Oui, c'est un déséquilibre. Je suis un peu, bousculé par toute une série de facteurs dont je ne vais pas bien mesurer, si vous voulez, l'importance. Voilà, donc Vous dites, ça j'aime bien, l'Indien m'a fait gaulois. oui, oui, Et vous avez le effectivement. sentiment de ne pas être à votre place. Bah, oui, tout d'un coup, je me suis aperçu, au fond, que, bah, que j'étais pas de là-bas, quoi, hein. Voilà, et que finalement, il n'y a pas de communion sans territoire. Voilà, bon, heu la révolution n'est pas une patrie, pour aller vite. La démocratie non plus. Mais voilà, donc ces découvertes sont un peu elles viennent pas tout de suite, Bien d'un sûr, coup, mais on a le temps de décanter. bien sûr. Quand on est enfermé, on a le temps de, je dirais, de se remettre en question. Voilà, donc Et la visite d'Alain Badiou, ça n'a servi à rien à l'époque. alors, pour tout vous dire, je ne l'ai su Voilà. qu'après parce que Alain Badiou, je crois qu'il avait été envoyé par Sartre, heu, avait fait ce grand voyage compliqué, et on lui avait refusé, l'accès donc j'étais un peu gêné, rétrospectivement, il y était venu pour rien. Enfin, j'étais très sensible à cette générosité, cette solidarité militante. Votre retour à Paris en 1971, vous insistez quand même dans le livre sur ce point. Je ne sais pas comment vous lisez à l'époque Gramsci ou pas, mais vous dites: j'ai compris qu'il n'y avait pas de honte à parler de la nation. C'est-à-dire que à ce moment-là, là c'est pas rétrospectif, mais vous pouvez dire que étant plus ou moins peu ou prou internationaliste,
vous découvrez que vous n'êtes pas trop à votre place en Bolivie, et quand vous revenez, vous découvrez un auteur, apparemment, qui est communiste, et dans ses écrits de prison, développe l'idée qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Non, j'avais déjà lu Gramsci. Althusser était très italianisant, n'est-ce pas? Il recevait Rinascita et l'Unità. Alors, il nous avait évidemment donné Gramsci à lire, les cahiers de prison. Et là, j'ai découvert une réflexion historique et pas seulement théorique. Et puis, effectivement, quand vous entendez à Cuba et un peu partout Patria o Muerte, hein, qui est la formule qui ouvre et qui conclut tout discours cubain, ah oui, vous dites, attends, patrie, c'est bizarre, mais patrie, c'est très mal. Mon Dieu, c'est du Morin, c'est pas bien, ça sent mauvais. Puis vous dites tout de même, est-ce que je suis pas con? Voilà, bon. Et alors, effectivement, voilà, à partir de là, j'étais prêt à devenir je dirais, un homme pour qui le mot « vive la nation » me rappelle toujours la bataille de Valmy. Voilà. Vive la nation, ça veut dire vive les nations, avec un S. Voilà. Et donc, je me suis très vite aperçu que... Ça commençait par un sentiment, mais enfin, ensuite, ça s'est théorisé un peu. Je me suis très vite aperçu que la classe sociale n'est pas un unifiant et que dans les moments dramatiques, c'est l'appartenance nationale qui l'emporte sur l'appartenance de classe. Hein. C'est 1914, si vous voulez. Voilà. Tout d'un coup, le mouvement socialiste se dissout et une autre appartenance fait apparition et, je dirais, renverse tout. Bon, enfin, écoutez... Est-ce que Fidel Castro Est-ce que vous avez entendu parler de De Gaulle? Oui, en Amérique latine. Évidemment, l'Amérique latine était gaulliste. Il y avait que les cons du quartier latin qui ne l'étaient pas. Enfin, ils tournaient en rond dans leurs petits trucs, quoi. Voilà. Mais enfin, dès que vous sortiez dans le tiers-monde, bien sûr que vous étiez gaulliste. C'est-à-dire anti-impérialiste. Évidemment. Indépendance. Nationale. Orgueil et résistance. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, tiens, après, beaucoup plus tard, si on faisait un autre Occident que celui dont on parle dans la presse, ça n'a pas marché. Il n'y a pas d'autre Occident, finalement. Mais en tout cas... pas d'autre Occident que l'Amérique, vous voulez dire. Voilà. C'est eux, en quelque sorte, qui ont... comment dirais-je? Qui ont gardé l'emprise. Qui ont préempté le mot. De Gaulle a voulu le leur arracher, mais ça n'a pas marché, au fond. Nous étions déjà trop faibles. Vous n'avez jamais été gauchiste quand vous rentrez? Ah non! Jamais. Ah non! Un léniniste ne peut pas être gauchiste, d'abord parce qu'il a écrit le gauchisme maladie infantile. Surtout, ce qu'un léniniste fait, c'est de voir quelles sont les conditions régnantes. La situation, c'est quoi? Bon, il y a des syndicats, il y a des partis, il y a un parlement, il y a une démocratie, il y a des élections, quoi. Vous voulez... il n'y a pas le tsar, hein, il n'y a pas le knut. Dont vous dites que parler de lutte armée dans ce contexte, c'est quoi? C'est complètement dingue. Ou c'est fliqué. Oui. Donc, abstention. Abstention. Mais évidemment, si les parachutistes avaient débarqué en 61, au moment du coup d'État, alors peut-être qu'on aurait pu penser à une résistance au sens vrai du mot. Mais sinon, c'était soit de la foutaise, soit de la provocation. Est-ce qu'on peut dire qu'au début des années 70, vous êtes d'emblée déjà un réformiste? Ah oui. Ah oui, mais là, vous remuez des vieilles choses. C'était l'alternative révolution au réformisme.
c'est-à-dire lutte armée ou pas. Mais bien sûr qu'en Europe, j'ai toujours été réformiste, évidemment. Sinon, j'aurais été subjectiviste ou narcissique, c'est autre chose. Non, j'ai connu des révolutionnaires comme Gian Giacomo Feltrinelli en Italie, mais je n'ai jamais pu comprendre comment Feltrinelli a pu, comment dirais-je, importer l'Amérique latine en Italie. On en discutait parfois, je ne comprenais pas bien. Mais écoutez, tous ces trucs politiques, ça m'emmerde, je vous avouerai. Tous les ismes, bon. C'est vrai que ça m'a longtemps occupé. Et c'est vrai, puisque vous parlez de ça, que dans un entretien dont j'ai honte avec Salvador Allende, en 71, quand je débarque au Chili, j'ai été lui faire une leçon de marxisme-léninisme, en lui disant, et d'ailleurs j'avais pas tellement tort, qu'il fallait se méfier des forces armées, etc. Mais j'ai vraiment honte de ça, d'avoir... J'ai eu ce dogmatisme révolutionnaire. Vous savez, on est très déphasé. Et je continuais. D'ailleurs, j'ai essayé, je suis retourné au Nicaragua. Je peux dire que j'ai participé à la prise de Managua, etc., avec les sandinistes et une petite mitraillette. Mais en Amérique latine, c'est vrai, je restais révolutionnaire. Mais pour moi, la géographie prime. Vous ne pouvez pas importer un mode de pensée ou un mode d'action, les deux vont ensemble, d'un lieu dans un autre. Il y a 6000 kilomètres et des siècles qui séparent les conditions d'une vieille civilisation démocratisée, l'Europe, avec un pays où les luttes de classe sont encore sauvages. Mais Régis Debray, j'ai l'impression que ça, ce fut une chance, justement, de pouvoir être révolutionnaire en Amérique latine et réformiste en Europe. Ça vous a peut-être empêché d'épouser la casaque de l'intellectuel engagé, précisément, parce que vous saviez qu'il y avait cette dichotomie de départ. Non, mais vous savez, j'arrive pas à comprendre ce mot d'intellectuel engagé. Pour moi, un intellectuel engagé, c'est un petit soldat. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il n'est pas un intellectuel. C'est l'un ou l'autre. Si vous êtes engagé, vous recevez des ordres, on vous donne une mission, vous avez un chef de réseau. Bon, voilà. Alors, jouer sur les deux tableaux, ça m'a toujours semblé un peu faux. Et puis, intellectuel, au sens fort du mot, c'est tout de même un bonhomme qui est seul, un bonhomme qui est insulté, un bonhomme qui est emprisonné ou assassiné, au sens fort, hein, que ce soit Émile Zola ou Cavaillès, dans l'idée d'intellectuel, il y a toujours un côté sacrificiel tout de même. C'est une partie difficile à mener parce qu'on est minoritaire, on est mal vu et il faut payer. Bon. Après, ça devient une posture, c'est du théâtre, c'est autre chose. Oui, mais quand vous écrivez d'intellectuels, il n'y en a plus en France depuis la guerre d'Algérie, c'est ça que ça veut dire. Oui, parce que, écoutez, quand Vidal-Naquet signe le manifeste des 121, hein, il est débarqué. Bon, il perd sa chair. Bon, voilà. Il y avait encore, à l'époque, des conséquences à ce qu'on signait. Bon, c'était pas votre tampon qui, tous les jours, signe n'importe quoi, etc. Tout le monde s'en fout. Donc voilà. Et puis, c'est vrai que l'opposition à la guerre d'Algérie, c'était tout de même... c'était risqué. C'était ce qu'on peut dire un engagement intellectuel, que ce soit celui de Francis Janson, de Vidal-Naquet, parlons pas d'Henri Allègre, enfin voilà. Donc le mot avait encore un sens. C'était un sens... c'était pas un sens mou, c'était un sens dur. Enfin, c'était le sens du mot, c'est-à-dire celui qui intervient
dans les luttes historiques, alors qu'il en est un peu extérieur, voilà, de par sa formation ou son savoir ou sa position sociale, voilà. Bon, alors c'est vrai que je me suis intéressé au pouvoir intellectuel, c'était déjà de la médiologie, c'est-à-dire je me disais, mais d'abord j'en avais marre de tous ces gauchistes qui disaient le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, c'est toujours l'autre. Voilà. Eux, ils étaient hors pouvoir. Non, moi je voyais bien qu'il y avait un pouvoir intellectuel, il y avait la hiérarchie, les luttes pour l'influence, les coteries, les bagarres, et cette façon de dire le pouvoir, le système, m'a semblé un peu bizarre, quoi. Ça l'est. Un peu la paille et la poutre, quoi. Et vous, monsieur Foucault, vous n'avez pas de pouvoir? Ah bon, mais vous voulez être au Collège de France. Ah bah oui, ça c'est une position dominante. Ah, dominante? Moi, non. Bah non, mais si, monsieur, vous dominez. Comment? C'est eux qui dominent. Non, monsieur, vous dominez dans un milieu précis et puis qui va s'étendre et vous allez devenir une autorité. Et vous serez invité par tous les grands de ce monde et vous ferez des articles dans Le Monde qui seront amplement commentés. Donc vous deviendrez un pouvoir. Comment? Cet anarchisme du milieu intellectuel m'a toujours fait rire. Donc j'ai voulu un peu aller voir comment ça marche, d'où ça vient, etc. Petite analyse sociologique qui, à l'époque, était très mal tombée parce que coupler ces deux mots, pouvoir intellectuel, c'était comme l'huile et l'eau. Non, l'intellectuel, par définition, il compte le pouvoir, et le pouvoir, il compte les intellectuels. Non, monsieur, ça fait la même chose. Ensuite, c'est devenu un lieu commun, les intellocrates, les éditorialocrates, etc. À l'époque, ça ne l'était pas. Alors, c'est étonnant, là, ce que vous dites, parce que vous avez lu, comme moi sans doute, le beau texte de Georges Canguilhem sur Jean Cavaillès. Oui. Et précisément, où il s'en prend, mais de façon très implicite, sur la notion même d'intellectuel engagé. Et il se moque de Jean-Paul Sartre, entre les lignes. Il se moque de Jean-Paul Sartre. Et je suis sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que quand on agit, il y a de l'irréfléchi. Oui. On n'agit pas forcément mais on agit en ayant émotionnellement. Enfin, voyons, on agit par son cœur et par son corps. Ensuite, on réfléchit. Faut pas trop réfléchir avant. Ce qui explique que Daniel Cordier, il n'a pas réfléchi quand il a décidé d'aller... Non, pas du tout. Il a écouté le discours de Pétain, il était indigné. C'était un maurassien de souche, c'est-à-dire que c'était on peut dire un nationaliste, enfin, patriote au sens fort, enfin au sens nationaliste, qui n'est pas du tout celui du patriote. Quoi qu'il en soit, il y avait pour lui une humiliation. Les Germains sont les ennemis héréditaires, c'est insupportable. Et puis, il est parti, enfin c'est ainsi qu'il... il ne s'explique pas, il ne l'explique pas, il le raconte. Il le raconte. Vous connaissez le mot du général de Gaulle lorsqu'il l'a accueilli chez Jeunes gens de la France libre. Ne comptez pas sur moi pour vous féliciter. Vous n'avez fait que votre devoir. Et Daniel Cordier, dans le film que vous avez présenté, dit il exagère quand même, là. Oui, mais ça, c'était le côté très froid et très réfrigérant de De Gaulle, qui n'était pas un type sympathique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas sûr que les grands hommes soient des gens sympathiques. Bon. Mais là, c'était un peu fort de café. C'était la première fois qu'ils se rencontraient dans un lieu, je ne sais pas, ça s'appelle le hall quelque chose. Alors, c'était compliqué d'arriver à Londres et tout. Et tout d'un coup, il voit ce grand escogriffe qui ne les félicite même pas. Non, ça a dû être dur. Ça a dû être dur de devenir gaulliste en 40-41. Pas seulement pour les conditions politiques,
mais par cette hauteur, cette distance. Et néanmoins, là, pour tous ces jeunes gens qui avaient quitté leur famille, qui n'avaient plus de famille, De Gaulle est devenu une sorte de père, mais de père sévère. Pour le moins. Alors, il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle, enfin un sous-chapitre d'ailleurs, Dans l'État, qui condense votre arrivée à l'Élysée en 1981 et lorsque vous devenez conseiller diplomatique. Et vous employez cette expression qui m'a un peu étonné, d'une bévue à l'autre. D'une bévue à l'autre. C'est-à-dire des Andes, de la Bolivie à l'Élysée, conseiller diplomatique, c'était quand même pas mal, conseiller diplomatique avec Hubert Védrine, à l'époque où on condamnait les États voyous, vous aviez de quoi réagir quand même. Vous dites, je choisis d'instinct les relations internationales. D'abord, j'aime beaucoup les bévues. Oui, on revient. Sinon, on reste chez soi. Absolument. Il n'y a que l'illusion qui est motrice. Absolument. Donc, moi, je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque j'étais dans des bévues. Après, on devient triste quand on s'aperçoit que c'était des bévues. Non, donc le mot bévue, ça veut simplement dire qu'on ne voit pas exactement la réalité, par chance. Par chance. Donc oui, la bévue, ça consistait en quoi? Ça consistait dans la croyance que la France pouvait agir sur le monde. Voilà. Avec Védrine, à ce moment-là, vous pensez encore cela? Oh, c'était implicite, oui. Védrine était un esprit plus classique, plus informé que moi, peut-être moins romantique, mais plus réaliste encore. Mais je le suis devenu autant que lui. Mais oui, c'était implicite tout de même. Rappelez-vous, changer la vie, avait dit François Mitterrand. C'était un slogan un peu 68 art, un peu creux. Mais relisez son discours d'investiture quand il arrive à l'Élysée. C'est d'ailleurs moi qui l'ai rédigé, donc je peux en parler, je ne m'en souviens pas trop, mais c'était tout de même... c'était une déclaration au monde, enfin. Bon. Et peu à peu, on s'aperçoit d'abord que la France est dans une alliance, pas en position dominante, mais en position dominée. On dit pudiquement allié. Blague. Aligné, tacitement aligné. Aligné. Même si on nie ça. Bon. Pas partout, pas tout le temps, mais enfin bon. On s'aperçoit qu'il y a un appareil d'État qui se trouve très bien comme il est, que c'est le même d'ailleurs. On s'aperçoit que... on découvre tout d'un coup ce qu'on appelle la réelle politique, qui est tout simplement la réalité. Je me souviens, pour tout vous dire, alors là, je vais vous faire une confidence, vous me forcez à raconter des trucs, mais c'est pas bien, mais enfin, on se laisse aller. J'avais un passeport diplomatique et, à un moment donné, je ne sais pas, je me retrouve aux États-Unis et je suis invité à la Maison-Blanche. C'était un dimanche par M. Allen, qui était alors le conseiller de sécurité de Reagan. Et alors, il me reçoit discrètement, à la Maison-Blanche, pas dans le bureau ovale, à côté. Et, parce que j'intéressais beaucoup les Américains parce qu'ils trouvaient étonnant qu'un anti-américain, tout d'un coup, soit dans le coup. Alors, mes amis m'en voulaient beaucoup parce que les Américains s'intéressent beaucoup plus à moi qu'à eux. On s'intéresse aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et Allen, avec Richard Allen, j'ai eu une discussion très intéressante. En gros, Monsieur Debray, vous nous cherchez des pouilles en Amérique latine, hein? Salvador, Nicaragua, Cuba. Oui, c'est pas glorieux ce qu'on fait en Amérique latine. Bon. Il a dit ça. Mais nous, si on s'occupait de l'Afrique, c'est pas formidable ce que vous faites hein, là-bas. Alors, écoutez, si vous vous occupez vraiment de l'Amérique latine, nous, on va s'occuper vraiment de l'Afrique francophone. Pas bête, hein? Pas bête. Ah oui. Je découvre que tout a un prix.
Mais oui. Et que ça, les intellectuels ne le savent pas. Il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Et moi, je dois avouer, est-ce que les conséquences de notre action en Amérique latine, parce qu'on avait tout de même parlé de déminer les ports du Nicaragua avec le Mexique, on voulait intervenir, on soutenait un certain nombre de mouvements, etc. Bah oui, ça a des conséquences, n'est-ce pas? Et ça, là, bah, vous dépucelez lentement. et, et vous avez du mal ensuite à écouter le discours intello, n'est-ce pas? Je suis très frappé, il y a beaucoup de gens, là, je voyais ça à la télévision, qui disent « c'est honteux que la France vende des armes à des dictatures, etc. » Alors, oui, effectivement, c'est peut-être pas bien. Donc, on ne vend pas d'armes, d'accord. Et évidemment, les gens qui achètent des armes, ce pas des gens très bien. C'est pas trop les Suisses, c'est plutôt les Saoudiens. Bon. On ne vend pas d'armes. Ah bah donc, on n'en fabrique plus, hein, parce que ça coûte très cher. Et que si on n'a pas des, je dirais, des longues lignes de production, on ne peut plus. Ah bah c'est très bien. Ah ouais, donc, on va acheter les armes américaines, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. Et vous savez que les armes américaines, les avions, ils ont un petit truc électronique qui fait que le Pentagone sait exactement ce que vous faites. Et peut, à un moment donné, dire votre avion ne marche plus. Donc, si vous voulez qu'on achète nos chars, nos armes légères et nos avions de chasse, eh ben, nous ne serons plus vraiment indépendants. Alors, voilà. Où nous sommes des gens très moraux, bien, on ne se mêle pas de donner des blindés à des gens pas très convenables, soit. Alors nous devenons officiellement un satellite. Hein. Et puis en plus, la CGT ne sera pas contente. Hein, parce que l'industrie d'armement, c'est 100 000 ou 200 000 ouvriers, généralement CGTistes. Oui. Alors voilà, moi, simplement, je demande à tous ces gens qui se mêlent de politique d'envisager les conséquences de leurs préconisations. C'est un petit exercice mental qu'on peut faire sur beaucoup de sujets. Autrement dit, vous découvrez que la politique n'est pas, au fond, enfin je parle en politique étrangère, mais je ne connais pas du tout la politique intérieure, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Moi, ce qui me donne au fond une certaine, même si je rue dans les brancards, je proteste, mais je ne dirais pas que j'ai de la compassion, mais j'ai parfois comment dirais-je, une sorte de solidarité avec des mesures qui, d'un point de vue, me dégoûtent un peu, mais je me dis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et si on fait quelque chose d'autre, est-ce que ce ne sera pas moins bien? Voilà. Donc, disons que l'apprentissage de la réalité est une blessure narcissique. Puisque vous parlez de relations internationales, vous évoquez le Club des Vins, mais oui. Peu de gens connaissent ce club. Le Club des Vins, c'était l'idée qu'on ne pouvait pas donner au Quai d'Orsay ou au gouvernement ou à l'officialité le monopole de l'expression sur ce sujet. Monopole qui n'existe pas dans des pays développés. Aux États-Unis, il y a plusieurs sources de réflexion, d'information, en Grande-Bretagne aussi. L'IFRI, ça ne suffit pas vraiment. Et donc, c'était l'idée que des gens compétents, qui avaient une expérience diplomatique, pouvaient formuler des avis indépendants, je ne dis pas... Anciens ministres, anciens ambassadeurs. C'était que des gens très très bien, mais pas doués pour communiquer, n'ayant pas l'envie de communiquer, connaissant peu de journalistes, le monde est assez feutré. Et
Aujourd'hui, nous sommes un peu interrompus par le Covid-19, mais voilà, j'ai également beaucoup appris dans ce contexte, puisqu'à chaque fois, on se donne un thème, une fois par mois, un pays ou un thème. L'extraterritorialité du droit américain est un thème aussi très compliqué, ou la Turquie, ou Taïwan, enfin voilà. Donc, c'est la seule chose qui m'intéresse encore, hein, dans ce monde-là, euh, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, je reste un amateur, mais disons la géopolitique, peut-être parce que, avec en arrière-fond toujours, qu'est-ce que la France peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce contexte? Voilà, c'est un peu cette sorte de vieux patriotisme assagi, parfois perplexe, toujours un peu ambivalent, mais bon, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Et souvent, je découvre qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous retenez néanmoins de vos années Mitterrand? D'après ce que je lis, vous êtes quand même satisfait d'avoir pu ramener Klaus Barbie. Oui, non, mais on a fait, j'ai fait, enfin, on a fait, il n'y a pas de jeu là-dedans. Il y a du nous, un petit nous. Oui, on mène quelques opérations comme cela, sans oublier tout le quotidien, les télégrammes diplomatiques, la réponse à ces télégrammes, etc. Mais ça, Hubert Védrine vous en parlera mieux que moi. Mais on a fait des choses intéressantes. Par exemple, je me souviens... Non, mais il y a eu des choses très intéressantes. Je me souviens d'un voyage à Moscou. J'avais été parler avec un général de la politique spatiale. Ou encore d'une visite qu'on avait fait, Elisabeth Guigou, Hubert Védrine et moi, à Schmitt, le chancelier allemand, sur la question d'une défense européenne autonome. Helmut Schmitt était assez intéressé. Sans commandement intégré. Évidemment. Évidemment, non, je précise. C'était un tâtonnement comme ça. C'est une idée à laquelle les Allemands ont complètement renoncé, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a eu de temps en temps, chez nos amis allemands, comme on dit, sur l'Irak, sur certains points, il y a eu par moments des velléités d'indépendance. Mais enfin, il ne faut pas trop y compter. Il y a trop d'angoisse chez eux de ne plus vendre les Mercedes aux États-Unis. Et puis, au fond, ça leur convient d'avoir, je ne sais pas moi, 5 000 hommes ou 10 000 hommes américains sur leur... Enfin bref, non. Il n'y aura pas de défense européenne. C'est une blague, les Européens n'en veulent pas. Voilà. C'est comme ça. Et je peux les comprendre. Un, ça coûte cher. Deux, ça crée beaucoup d'emmerdements. Trois, on n'est pas sûr que ça marche, alors que les États-Unis, au moins, on sait que ça existe. Et on est mieux protégé contre les Russes. Voilà. Donc, il faut abandonner. Quand j'entends parler de défense européenne, je me marre. C'est une immense blague. Mais la souveraineté européenne, comme on dit, la souveraineté française et la souveraineté européenne, non, c'est l'un ou l'autre. Et tout ce qu'on donne à l'une est enlevé à l'autre. Mais il faut dire ces deux mots parce que vous êtes dans le consensus. Qu'est-ce que veut dire souveraineté européenne concrètement dès que vous envisagez les problèmes de logistique, d'armement, de commandement, d'intégration, qui commande à qui et quoi? Vous vous rendez compte que c'est du vent. Mais vendre du vent, ça fait partie de la politique. Mais là-dessus, vous deviez quand même avoir des points d'accord avec Jean-Pierre Chevènement. Ah bah, évidemment, Jean-Pierre Chevènement était là-dessus, bien entendu. Je fais partie de ce courant de pensée. J'ai beaucoup d'admiration pour son courage, son indépendance d'esprit et son caractère. Parce que des gens intelligents, il y en a partout. Enfin, il y en a beaucoup. Mais des gens à la fois intelligents et qui ont du caractère, il y en a très peu. Un moment où vous vous interrogez dans votre ouvrage sur le fait que vous
Vous avez loupé Malraux. Dans quel sens? Vous auriez aimé le rencontrer? Oui, j'ai loupé Malraux parce que j'étais con. Parce que quand je suis rentré en France en 71, 72, comment dirais-je, euh, très marxiste encore, même, enfin, gramscien si vous voulez, mais en tout cas, puis il y avait eu Clara Malraux. Enfin, écoutez, tout ça, c'est compliqué. Disons que je n'étais pas en bonne condition psychologique pour dialoguer avec Malraux et lui dire au fond que je l'admirais beaucoup et que l'espoir m'avait nourri dans ma jeunesse et que la psychologie de l'art était pour moi une œuvre maîtresse. Voilà. Je n'ai pas su lui dire tout ça. Et puis, un ancien ministre me semblait un peu cucu, enfin bref. Affaire ratée. Lorsque vous démissionnez, donc vous racontez cet épisode, le 10 octobre 89, donc vous démissionnez lors du deuxième septennat de François Mitterrand, vous dites c'est à ce moment-là la fin d'un porte-à-faux. C'est-à-dire, vous considérez que vous entamez oui, une nouvelle vie. Parce que, si vous voulez, il y a un moment où la politique, c'est le compromis, par définition. À quel moment ça devient compromission? À quel moment ça devient abandon? Ça, c'est une appréciation très, très subjective. Et moi, qui n'étais ni un fonctionnaire, ni un professionnel, j'étais pas énarque, je voulais pas être sénateur, ni préfet, donc je m'en foutais un peu. Et donc je me suis dit: «Non, il y a un moment, où il faut arrêter, quoi. C'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais». Je vous avouerai que l'événement déclenchant, bon, je m'étais séparé de Mitterrand, mais je suis revenu ensuite quand, la droite est arrivée au pouvoir et puis à un moment donné, il fallait mettre Jean Monnet au Panthéon. Un peu stupéfait. Et puis, on me dit: «Tiens Régis, tu devrais faire le discours». Tombé mal. Je connaissais pas bien le personnage. Bah, tout d'un coup, je me renseigne. Je me dis: «Oh, qu'est-ce que c'est que cette folie?» Enfin, c'est un agent américain. C'est un homme qui voulait détruire De Gaulle, qui poussait Roosevelt à détruire De Gaulle, le mot «détruire», qui est venu à Alger pour torpiller De Gaulle. De Gaulle l'a pris dans son gouvernement parce qu'il était bien forcé de rassembler tout le monde, y compris ses ennemis. Enfin, mettre Monnet au Panthéon, tout d'un coup, on me dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que je fous là?» Et je suis parti. Bah oui, enfin, tout de même. Il y a des limites à l'indécence, quoi. Hein. Mais européiste, le père de l'Europe, le père des États-Unis d'Europe, qui était simplement une succursale des États-Unis d'Amérique. Bah, tout ça était insensé. Mais où pousse l'illusion idéologique, n'est-ce pas? C'était l'époque où l'Europe allait se faire demain matin. Enfin, écoutez, ne revenons pas sur tout ça, je m'en fous. Parlons de choses sérieuses. Ne parlons plus de tout ça, tout ça n'a aucun intérêt. La chose sérieuse, cher Régis, c'est peut-être finalement ce qu'on pourrait appeler, je sais que vous n'aimez pas trop le mot, mais enfin quand même un peu votre théorie politique. C'est-à-dire que vous prenez soin dans cet ouvrage de vous rassembler et de revenir sur ce qui constitue, disons, un point essentiel de votre conception à la fois de la politique, de l'inconscient religieux, à savoir la fameuse incomplétude, hein, c'est-à-dire Oui. point de fuite. Alors, et j'étais atteint de Gödelite, puisque tout ça vient évidemment du théorème de Gödel. Non, je ne crois pas. On m'a reproché. Enfin, pour aller très vite, aucun ensemble ne peut se fermer avec les seuls éléments de cet ensemble. Hein. Alors, fermer, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je rentre pas ça. Mais enfin, l'idée, sans rentrer dans une discussion complexe, d'un théorème complexe, puisqu'il y en a deux en fait,
pour résumer très vite, c'est que pour faire un ensemble, il faut trouver quelque chose qui n'appartient pas à cet ensemble. Bon, allez. Alors évidemment, un ensemble mathématique ou logique, c'est une chose, un ensemble politique ou social, c'en est une autre. Quoi qu'il en soit, oui, je crois que l'incomplétude est une clé, mais enfin, c'est ce que Michel Serres pensait. Il m'a dit: tu as fait une découverte importante, tout de même un historien des sciences. Mais j'ai eu tort de parler de théorème, ce n'est qu'un axiome, c'est-à-dire il y a quelque chose d'indémontrable. Mais pour moi, c'est une clé qui me semble rendre intelligible beaucoup de choses, et notamment le fait, en gros, qu'il y aura toujours un élément transcendant au-dessus d'une composition immanente. Alors ça peut s'appeler idéologie, moi je préfère parler de sacralité. En tout cas, le principe unificateur n'est pas un élément unifié. Il appartient à autre chose qu'au plan d'immanence. Voilà. Alors ça peut être Dieu, la Constitution, Achille, Athéna, le 18 juin 40. Il y a toujours quelque chose qui va unifier un champ et qui n'appartient pas à ce champ. Voilà. Et ça, me semble-t-il, bon, je le résume un peu schématiquement, mais oui, ça m'a fait comprendre d'ailleurs que l'idée d'une société sans idéologie est évidemment une bêtise. Peut-être pas, en tout cas, une société sans religion civile, sans un point inexplicable, invraisemblable et parfaitement mythique, qui est le point d'unification, est impensable. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part un monument aux morts, une cérémonie, même chez les papous. Voilà, ce que j'ai vu d'ailleurs. Donc, il y a toujours un hommage au drapeau, il y a toujours un héros fondateur, il y a toujours une date taboue, un jour férié, etc. Donc, alors évidemment, ça exige de passer de la politique au politique. Le politique, dont la seule définition pour moi valable, c'est l'art de faire d'un tas un tout. Voilà. C'est l'art de comme dit très bien ex pluribus unum, hein, c'est la devise américaine qui résume toute la situation. Comment, à partir d'une pluralité d'États, de corporations, de groupes sociaux, vous faites quelque chose qui tient ensemble. Ça, c'est le politique. Et je crois que le politique obéit à certaines lois invariantes. Voilà. Donc, je ne suis pas là-dessus. Je ne pense pas bien. Voilà. C'est une faute qui, à vous, un homme de gauche, vous devez m'excuser de cela. Comment vous êtes devenu médiologue ? Je suis devenu médiologue toujours pour la raison que, dès le début, qu'est-ce qu'on fait avec une idée ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est Valéry qui disait on ne se soucie pas de ce que fait ce qu'on fait. Et puis j'ai toujours été frappé du fait les idées mènent le monde. Avant, attendez, elles le mènent comment ? Elles le prennent par la main, elles le poussent dans le dos. Où est le moteur ? Elle n'est pas dans un mot. Attendez, comment mot, moteur, ça ne va pas. Donc, je me suis dit, mais les idées deviennent force matérielle quand elles s'emparent des masses. Bon, tout le monde répète ça, le bon marxiste répète ça, vous voyez. Mais comment ça se passe ? S'emparer d'eux, ça veut dire quoi ? Par quel biais ? Et puis, qu'est-ce qu'elle devient, cette idée, une fois qu'elle s'est emparée des masses ? Elle ne ressemble plus à l'idée de départ, hein, ça devient autre chose.
ça devient un slogan, un mythe, un truc un peu dingue, etc. Bref, ce blanc dans le marxisme, si vous voulez, le marxisme est tout puissant parce qu'il est vrai. Ça me semblait extraordinaire. C'était l'épigraphe des cahiers marxistes-léninistes à la Rudulme. Tout puissant parce qu'il est vrai. Mais attendez, quel rapport entre le vrai et la puissance? Enfin bref, il y avait là un trou à penser. Donc, médiologie, réflexion sur l'efficacité symbolique. Hein. Qu'est-ce qui transforme une idée en force? Bon, alors vous découvrez qu'il y a des médiations à la fois institutionnelles et techniques. Enfin voilà, et là vous voyez tout le, comment dirais-je, le processus d'effectuation d'une pensée dans le réel à un moment donné. Voilà, et ça vous découvrez que c'est dépendant à la fois d'un milieu technique, ce que j'appelle une écologie de l'esprit, si vous voulez, un milieu technique, un écosystème technique, parce que la culture a une technique, toute culture a une technique. Il y a une interaction permanente entre les deux. Toute culture a une technique, c'est-à-dire que si vous voulez écrire, il vous faut un calame, un support. Hein, c'est compliqué. Le support, c'est quoi? C'est du papyrus. Ah ouais, c'est une chose. Si c'est du veau, c'est autre chose. Il faut tuer des veaux, faire du parchemin, c'est très compliqué, mais c'est comme ça que ça marche. Sinon, il n'y a pas de Saint Thomas. Hein, voilà. Il faut tuer des veaux pour qu'il y ait du thomisme. Hein, voilà, parce qu'il faut l'écrire. Bon. Si vous êtes égyptien, il faut cultiver des papyrus, ce qui est compliqué. Bref, un écosystème technique et puis par ailleurs une institution. Voilà. Il faut une école, une académie, un parti, même une école de pensée dans le monde grec. Il y a un portique, il y a un lieu, il y a un chef, il s'appelle Platon, il y a une hiérarchie. Bon, c'est ça ce qui transmet. Donc, l'écologie, la médiologie est une écologie de l'esprit et surtout une écologie de la transmission, de l'esprit en tant que pouvoir transformateur au sens valérien du mot esprit. L'esprit, c'est ce qui transforme. Comment ça se passe, cette transformation, et que devient cet esprit une fois qu'il est transformé? Donc, là, je parle d'une transmission, transformation, transmission. La transmission transforme. Le point d'arrivée ne ressemble pas au point de départ. Il arrive même que le point d'arrivée invente le point de départ. L'exemple, c'est le christianisme. On invente une origine. Bon. Ou on invente une tradition, si vous voulez. Donc, voilà. Et ça a été très, très mal pris. Ça a été très mal pris, d'abord parce que on a dit que c'était une science. Non, pour moi, c'est une sorte de... c'est un outillage conceptuel, voilà. Je crois utile, mais il y en a peut-être d'autres, il y en a certainement d'autres équivalents dans le même domaine. Et puis, tout est communication. Moi, je dis, attendez, la communication, très mauvais. La communication, c'est le transport d'une information dans l'espace. Mais les abeilles et les dauphins font ça beaucoup mieux que nous. Nous, on a un autre truc, c'est la transmission. C'est-à-dire la traversée du temps. Ça, c'est le spécifique. Hein. On enterre nos morts. On enterre nos morts et on veut en garder une trace, et ça s'appelle la culture. Bon, le culte des grands morts. Bon. Donc, parler de transmission au moment où on parle de communication, d'abord les gens confondent. Pour moi, c'est deux choses complémentaires, certes, mais la transmission, c'est, je dirais, le quid anthropologique. C'est notre différence spécifique. Nous sommes des mammifères, certainement, des vertébrés, tant mieux. Des bipèdes, c'est mieux que les quadrupèdes. Pouces opposables, c'est formidable. Mais on a quelque chose en plus, c'est qu'on fait des outils et qu'on se les transmet de père en fils, et que le fils, il améliore l'outil du père. Ça, les chimpanzés ne font pas. Donc, on n'est pas des bonobos comme les autres. Bon. Alors ça, c'est très difficile à faire comprendre. Et puis quand vous avez des gens de culture devant vous, vous leur parlez technique, ils disent oh, écoutez, avez-vous lu Jacques Ellul, la technique, c'est notre aliénation. Moi, je leur dis lisez Le Roi Gourand, vous verrez que qui était catholique, Le Roi Gourand, mais il vous expliquera que l'hominisation, ça prend du temps et c'est une technogénèse. Hein.
Ça commence avec le galet poli, et puis ça va jusqu'à l'automobile. Bon, c'est ça ce qui fait qu'un chimpanzé un peu plus doué que les autres devient un homme. Alors, à l'époque où Heidegger règne, vous pouvez difficilement parler de Leroi-Gourhan. Voilà, il faut l'admettre. Je vais prendre... Je parle du préhistorien. Hein. Absolument, oui. D'accord. André. André. Je vais prendre deux mains. Tout ce que vous dites sur la transmission via la médiologie est évidemment très parlant. Vous avez commencé par la querelle du spectacle, après la route, le papier, la bicyclette. Oui, on s'est occupé que des bidules. On s'est occupé grande persévérance. Hein, grande persévérance ça a été... et une certaine solitude. Parce que moi, j'ai fait un séminaire de 2 ans sur l'automobile. Changement considérable. Parce que la médiologie, c'est l'outil, c'est l'étude de ce que les outils font à ceux qui les inventent. C'est comment la main agit sur l'esprit, si vous voulez. Alors la main fabrique des automobiles, mais l'automobile, ça change beaucoup de choses. Dans la géographie, dans la politique, dans l'individualisme. Vous parlez même de privatisation. Ah oui, non, mais je crois que la révolution automobile, c'est considérable. Bon, mais on a fait un numéro sur la bicyclette aussi. Très important, la bicyclette, c'est la naissance du féminisme. Proust l'avait bien vu, n'est-ce pas? On s'est beaucoup intéressé au transport, parce que dans la médiasphère, il y a à la fois transport et transmission. Ça va ensemble. Les moyens de transport m'ont toujours passionné. Voilà, donc, voyez-vous, tout ça, c'est des thèmes qui n'intéressent pas le milieu intellectuel. Voilà. Donc, je vous suis très reconnaissant de bien vouloir descendre de l'Olympe des idées dans lequel vous travaillez. Cher Régis, vers des modestes spécialistes de l'outillage. Oui, mais nous avons un maître commun, François Dagognier. Ah, ben voilà, nous avons un maître commun, absolument. Mais il a eu du mal, François Dagognier, d'abord à se faire un nom, à se faire une place. Hein. Ce n'est pas un penseur à la mode, mais c'est un penseur qui avait compris que la matière court plus vite que l'esprit, pour aller vite. Et les objets courent plus vite que les sujets. Les objets courent plus vite que les sujets, et il n'y a pas de sujet s'il n'y a pas d'objet. Oh là là! À l'époque de la sémiologie, à l'époque de l'herméneutique, tout ça n'est pas bien vu, ou c'est vu comme subalterne. Oui, un penseur de technique, très bien, oui, très bien. Qu'il s'occupe des locomotives, ça lui fera passer le temps, voilà. Donc, mais Dagognier a été mon maître, c'est vrai, après, comme il a été le vôtre, c'est avec lui que j'ai passé ma thèse. C'était un homme délicieux, encyclopédique, matiériste. On n'avait qu'un point de divergence avec Dagognier, c'était l'art contemporain. Tout ce qui était conceptuel, installation, bidule, n'importe quoi, ça le passionnait, il trouvait ça très bien. Écoutez, non, c'est pas voilà. Mais en dehors de l'art contemporain, on était tout à fait. Enfin, il s'est intéressé lui à la médiologie. Il a été très très actif et je lui dois beaucoup. J'ai vraiment une dette envers François Dagognier. Il était un homme trop modeste, je vous avouerai. D'abord, il écrivait trop. Et pas assez bien, parce qu'il s'en foutait un peu. Pas bon pour la réception. Deuxièmement, il s'intéressait à la fermeture éclair, aux boutons de porte, au sac plastique, au fil de nylon, au panier de la ménagère. Ce qui l'intéressait, c'était pas la ménagère, c'était le panier. Il avait tout à fait raison. La conduite de panier, c'est tout de même fondamental. Colliger, transporter, fondamental. Donc, il s'interrogeait à des choses. Il s'interrogeait à des choses qui n'intéressaient pas le grand journalisme, qui n'intéressaient pas les grands philosophes.
Mais voilà, je regrette énormément sa disparition. Il a eu un grand défaut dans sa vie, c'est qu'il n'aimait pas l'avion, donc il n'est pas allé aux États-Unis. Et un philosophe qui ne va pas aux États-Unis est un philosophe mort, je veux dire socialement mort, intellectuellement mort. Il n'y a que Gilles Deleuze qui par sa connexion avec la French Theory a réussi à se faire un nom tout de même. Mais François Taconnier... Et son amour de Beckett qui disait « on est con, mais pas au point de vouloir voyager ». Voilà, voilà. Mais si vous n'êtes pas à un moment donné visiting professor à Stanford ou à Berkeley, vous n'existez pas. Et donc, Taconnier est resté dans la pénombre. Voilà, c'est une injustice considérable. Peut-être on peut juste synthétiser cette question sous cette forme. D'un côté, chez vous, il y a les véhicules, la médiologie et la transmission. Ça va de pair. La nécessité de la transmission. Oui, on n'est jamais sûr, toutefois, de ce qu'on transmet. De l'autre, je dirais, il y a l'écrivain. Et l'écrivain, Régis Debray, il nous dit « tout est toujours à recommencer ». Il nous dit aussi « on est sorti de l'histoire ». Comment s'adosser correctement à un passé qui nous permette, dans la lignée de Walter Benjamin, de nous projeter dans un futur. Il y a là comme un hiatus, disons, il y a les deux mains de Régis Debray s'il écrivait avec ses deux mains. Que pensez-vous de cette antinomie apparente? Écoutez, je ne peux pas bien répondre à votre question en quelques mots. Alors, la transmission est toujours une aventure, on ne sait jamais ce que ça donne. D'abord, il y a des transmissions qui commencent bien et finissent mal. Il y en a d'autres qui commencent mal et finissent plutôt bien, c'est le christianisme. Ce qui avait bien commencé, c'est le positivisme. Bon. Mais ça s'est évaporé. Il y a dans les temples de l'humanité assez peu de monde. Je ne sais pas si vous allez dans la rue Payenne où il y a un temple de l'humanité, on n'est pas très nombreux. J'ai visité l'appartement d'Auguste Comte. Voilà. Et donc, la transmission, elle n'est pas prédéterminée, elle est conditionnée, effectivement, par l'équipement technique, par le milieu historique et géographique, mais on ne sait jamais ce que ça donne. Voyez Marx. La transmission s'est faite. Hein. Oh, combien! Elle s'est faite par l'imprimerie, hein. Elle s'est faite par le journal, par la brochure, par la typographie. Hein. Le marxisme, c'est une aventure essentiellement typographique. D'ailleurs, tous les fondateurs de partis socialistes sont des gens de l'imprimerie, hein, tous. Tract. Ils font tous partie du métier du livre. Ce qui m'a permis de dire à un moment donné, quand l'audiovisuel est arrivé, je dis, bon, ben, le socialisme, c'est fini. Ben oui, ça ne peut pas survivre. La décomposition analytique de l'immédiateté s'opère par l'écrit. Et pour que l'écrit soit une force transformatrice, il faut qu'il y ait de la lecture, il faut qu'il y ait des bibliothèques, il faut qu'il y ait une école. Bref, fin de la graphosphère, fin de l'idéologie socialiste, communiste, progressiste, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, vous me dites maintenant, l'écriture. Bah, oui, parce que, comment vous dire, on est bon qu'à ça, comme disait Beckett, au fond, voilà. Bon, moi, je suis comment dirais-je, un graphomoteur. J'ai connu des verbomoteurs. Fidel Castro est un verbomoteur. Oui. Les idées lui venaient en parlant. Moi, plus je parle, plus je perds mes idées. Là, je vous parle, je ne sais plus où j'en suis. Je dénie toute responsabilité dans ce que je vous dis.
et je vous interdis d'en faire état, comme disait De Gaulle, je ne suis responsable, je ne réponds que de ce que j'écris. Bon. Donc moi, une civilisation de l'oralité, ça me panique, c'est la nôtre pourtant. Un écrivain n'existe que s'il va à la télé ou à la radio. On se moque de l'opus, on a besoin de l'ouvrier qui nous raconte sa vie, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Vie qui n'a aucun rapport avec ce qu'on peut en extraire au point de vue œuvre. Donc, oui, j'ai toujours eu, comment vous dire, que les idées, au fond, ça brasse du vent, mais ça ne remue pas ni les foules, ni les corps, et que c'est l'émotion qui compte, et il y a de l'émotion dans l'écriture qu'on peut ressentir en écrivant, quand on trouve le mot juste, ou quand on trouve une euphonie, ou quand on trouve un rythme. Et puis souvent, c'est ce qu'on... c'est l'émotion communiquée, parfois. Hein. Oui, mais quand on lit une phrase comme ça, Régis Debray, on n'est jamais sûr de ce qu'on pense et on fait bien. On est sûr de ce qu'on sent. Alors, je suis content que dans ce livre, vous évoquiez Diderot et que vous employiez le mot de fibre. Il aurait pu aussi employer le mot de nerf, disons Diderot. Bon, on voit ce que vous voulez dire, mais admettez que le lecteur est un peu surpris de voir tout d'un coup advenir cette raison sensible. Je vais préciser un point parce que d'autant plus que sur plein de points, vous l'avez très bien expliqué dans le Code El-Glaive, vous n'êtes pas un homme des Lumières, au sens où les Lumières ne nous ont pas préparés à faire la guerre. Vous l'avez très bien souligné ça. Chez Condorcet, c'est la paix universelle, l'instruction pour tous, mais c'est pas la République guerrière et c'est pas la Marianne de Delacroix avec son sein nu et prête à prendre les armes. Donc vous voyez là, il y a encore un hiatus, mais qui est peut-être justement, nous avons parlé des moteurs à proprement parler avec la médiologie, mais là c'est peut-être le moteur, j'allais dire, humain, quasiment intime. Non, mais alors je proteste, là, je proteste véhémentement. Si j'étais à la télévision, je sortirais du plateau, je ferais un clash. Clavel. Alors ce serait... J'aurais droit le lendemain. Mais je ne partirai pas. Mais je suis un homme des Lumières, mon cher Philippe. Simplement, je constate que le siècle des Lumières a une part d'ombre considérable. Comme disait Gracq, ce siècle qui a tout compris et rien deviné. Il a laissé de côté l'affect, le corps, la nation, bien sûr, et la guerre. C'est-à-dire qu'il a laissé de côté tout ce qui allait advenir après lui. Bon. Et donc je suis un homme des Lumières parce que j'ai choisi d'orienter les Lumières, de braquer les Lumières sur cette part d'ombre. D'accord. D'accord ? Oui. Pour rendre intelligible ce qui n'est pas intellect. Bon. C'est-à-dire le religieux, la création artistique, le ciment mythologique, les histoires qu'on se raconte et qui n'ont ni queue ni tête, mais qui font qu'il y a des civilisations, des cultures et des pays. Donc, je suis un homme des Lumières. Je n'aurais jamais proposé l'enseignement religieux, l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque si je n'avais pas incorporé le ode sapere, ose savoir. Ose savoir ce que c'est que le non-savoir. Donc, oui, je suis un homme des Lumières, mais qui veut les amener jusqu'au bout, je ne dis pas jusqu'à se renier elle-même, mais jusqu'à admettre le nocturne. Voilà, qu'il y a l'aube et le crépuscule, où on ne voit pas très bien. On voit le soleil, mais le soleil, c'est midi. Ben oui, mais ça c'est un moment, à la fois de la vie d'un homme ou de la vie d'un peuple. Donc, non, je suis complètement... je ne suis pas un illuminé. Non, non. Je voudrais être un peu
éclairant, sinon éclairé. Donc voilà. Donc, je ne sors pas d'ici. Je vous ai dit en quoi je proteste. Et donc, à cause du principe d'incomplétude, je parle d'un principe, j'ai été amené à m'intéresser au religieux et au sacré par définition. Voilà. Puisque pour que quelque chose tienne ensemble, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'appartient pas à cet ensemble. Et donc, ben oui, au fond, les religions n'ont peut-être pas tort d'inventer des trucs absolument fantasmagoriques, d'inventer le fils d'une vierge qu'on met en croix et qui renaît 3 jours après. Ah oui, c'est très rationnel, ça. Moi, ce que je veux chercher, c'est la rationalité de l'irrationnel. Voilà. Et donc, oui, je m'intéresse à des choses pas convenables, mais je ne veux pas le faire dans l'intuitif ou l'affectif ou le mystique ou le théosophique. Je veux le faire clairement. Je veux le faire rationnellement. Voilà. Et je m'intéresse rationnellement à l'histoire de l'irrationnel. Voilà.